Bonjour mes très chers fanatiques de la balle jaune, nous revoici pour un nouvel épisode. Je vous l'avais promis, vous l'avez. On est de retour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer des premiers tours. Et oui, avec nos tops et nos flops des premiers tours de Madrid. Alors aujourd'hui, les deuxièmes tours sont en train de jouer. Les têtes de série sont d'ailleurs rentrées en lice. Mais on va faire un tout petit débrief. On va pas voir tous les matchs, mais on va dire les principaux tops et flops de ces premiers tours à Madrid. La première chose à dire, c'est que de manière générale, on n'a pas eu des mauvais matchs. J'ai trouvé que ça avait plutôt bien joué dans l'ensemble. Je veux dire, on s'est pas trop ennuyé quand on passait d'un match à l'autre. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. La terre battue à Madrid, je trouve, se prête plutôt bien. Étant donné qu'elle est un petit peu plus rapide, on a des points qui sont un peu raccourcis, mais on conserve ce style de terre battue, donc de surface vivante. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent Madrid. Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'elle est mal placée. Pour moi, ce serait le premier tournoi sur terre battue à faire avant Monte-Carlo. C'est-à-dire que ce serait plutôt un tournoi de transition entre le dur et la terre battue. Mais sinon, j'aime beaucoup le tournoi de Madrid, j'aime beaucoup l'ambiance, les Espagnols sont férus de ce genre de tournoi, ils adorent le tennis, l'ambiance je trouve est toujours bonne, j'aime bien aussi du coup la surface que je trouve intéressante personnellement, ça change un petit peu, mais c'est vrai que c'est mal placé par rapport à Monte-Carlo, c'est un petit peu, bon, un peu étrange, mais moi j'adore ce tournoi à titre personnel, je trouve que le fait que la surface soit et sur terre battue et plus rapide avec l'altitude fait que ça donne un tournoi, je trouve, intéressant. Voilà. On va commencer par les tops de ce premier tour, des premiers tours. J'ai bien aimé Benjamin Bonzi. J'ai trouvé qu'il avait été intéressant. Ça fait du bien de le revoir jouer à ce niveau-là. Je suis content qu'il ait gagné. Même si bon, il va affronter Yannick Sinner aujourd'hui. Je trouve que c'est bien, ça lui redonne du peps. Il y a un moment où il était vraiment plutôt proche, on va dire, ouais, plutôt du top 30. Et il a eu ses blessures, je crois, au genou, qui ont fait que du coup il n'a pas pu bien revenir. Mais du coup là il revient bien. Et c'est vraiment intéressant qu'il ait gagné son premier tour. Je suis vraiment content pour lui, Benjamin. Après, en termes de top, j'ai bien aimé aussi Yannick Hanfmann hier, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Coup droit, revers, ça sortait plutôt bien face à Marcos Giron. J'ai trouvé que il est en confiance, quoi. Il a gagné déjà un tournoi cette année. Je suis très content pour lui. Donc c'est vraiment bien. Je trouve qu'il a peut-être passé un cap là sur sa entre guillemets fin de carrière. Il est vraiment intéressant à suivre. Alors il a joué 3-7, 7-5 au troisième. C'était voilà, pas évident. Mais non, vraiment, sinon pas mal du tout. Après, dans les autres premiers tours, j'ai plutôt bien apprécié aussi Marin Cilic. J'aurais pu mettre Zizou Berg dans les flops, mais j'ai trouvé que Cilic avait particulièrement bien servi, qu'il a joué avec ses forces, qu'il a joué avec ses armes, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, quoi. Je l'ai trouvé affûté, je l'ai trouvé sur les points importants hyper costaud au service, dès qu'il y avait 0,30 sur son service. À plusieurs reprises, hein. C'était le cas notamment dans le troisième set. Pas oublier qu'il part le premier, donc non, j'ai trouvé Cilic intéressant. Enfin, c'est fou, quoi, des mecs comme ça qui sont encore là en train de vous sortir des matchs de dingue. Enfin, je trouve que c'est assez remarquable en fait, hein, ce qu'il est capable de faire. Cilic encore à son âge, on profite encore, même si bon, il met 15 piges pour servir. Ça reste un très grand nom. Voilà, Marin Cilic. Autre joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Munar. J'ai trouvé que Munar avait été particulièrement impressionnant contre Shevchenko. Il a eu sa baisse de régime qu'on attendait, début 2026. Et là, hier, franchement, il est allé chercher le premier set au caractère. Après, il break dans le deuxième et on sent que c'est ficelé, quoi. Il a une confiance en lui, ce Munar, que je trouve solide, quoi. Enfin, franchement, je le trouve vachement intéressant. Donc, ouais, donc franchement, il m'a scié, quoi. Franchement, il m'a scié. Coup droit comme revers, il a une capacité d'accélération qui est quand même devenue assez dingue. Donc, j'avoue que Munar m'a scotché, quoi. Franchement, c'était vraiment intéressant ce qu'il a fait. Donc voilà, après, sur le reste des matchs, j'ai
un peu plus de flop. Donc là, on y réfléchissant. Ouais, Terence Satman aussi, que j'ai trouvé pas mal. 2-7, plutôt bon. Je l'ai trouvé concentré du début à la fin. Non, franchement costaud. Donc après, on va voir ce que ça va donner au deuxième tour. Mais j'ai bien aimé Terence aussi. On sent que les tournois se suivent, mais se ressemblent pas. Je pense que physiquement et mentalement, il doit encore un peu progresser. Mais quand il est dans la zone, franchement, ça joue facile top 40 mondial très facilement. Hein. Gaucher là sur la terre battue rapide de Madrid. Attention à Terence. Hein. Moi, je suis content pour lui et je pense qu'il peut faire mal. Il peut vraiment faire très mal. Donc non, très content aussi. Après, dans les flops, ouais. Bon, Dimitrov. Hein. Dimitrov et Berrettini, c'est ce qu'on disait hier, mais là, c'est... Bon. Alors, Vallejo, c'est un bon joueur de terre battue. Il a de la puissance de frappe. Il arrive à me donner du volume, surtout en fond de cours. Mais Dimitrov, il tient plus les échanges, là. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué pour Dimitrov. Je sais pas comment il va revenir. Je sais pas s'il va jouer Roland. Je sais pas. Berrettini, c'est pareil. Bon, c'est Dino Prismic. Hein. On connaît les qualités de ce jeune Croate. Il est en train de se développer. Il gagne de plus en plus de matchs, mais c'est... On dirait qu'il a une charrette avec 35 tonnes dans chaque pied, quoi. Ça fait tellement mal au cœur. Je vous le disais hier, c'était un de mes joueurs préférés, Berrettini. Ça fait franchement mal au cœur de le voir aussi pâteau. Lui qui était vif sur les appuis, qui tournait rapidement autour de son revers, ça fait mal, quoi. Alors, lui, je le mets en flop, mais je vais rebondir plutôt sur un top. Mais petit flop quand même pour Popyrin. Popyrin... on a eu Montréal 2024. Rien, quoi. Enfin, Popyrin, je sais pas, pourtant il a tout. Il a un service de mammouth, il est capable de bien jouer en revers, d'avoir un gros coup droit, mais on retrouve le Popyrin qu'on avait l'habitude de voir, quoi. C'est-à-dire un joueur qui va être entre la 60e et la 30e place mondiale. Capable de battre n'importe qui quand il est dans la zone, mais bon... ça manquait de consistance, quoi. On sent que pareil, c'est lourd, ça manque de... Il n'y a plus ce feu qu'il y avait il y a 2 ans. Je le trouve, même mentalement, au début de match et tout ça, je trouve très bien. Et après, au fur et à mesure, on sent que ça se... Il n'y a pas de conviction, quoi. Et ça me fait mal au cœur pour ce joueur. Mais je mets quand même en top Martin Dam Jr. parce que dans les points importants, dans le tie-break du premier set, là, 7-7, 8-7, enfin, c'est... il sort des demi-volées de fou. Il a un jeu à la volée, ce joueur. Waouh! Franchement, il est à suivre, Martin Dam Jr. Hein. Gaucher, il a un grand service, je crois qu'il fait plus de 2 mètres. Puissant, il a un toucher de balle qui est génial. Martin Dam, vraiment joueur à suivre. Vraiment joueur à suivre. Autre flop que j'ai envie de mettre en top aussi, mais bon... Je suis un peu sévère, mais c'est Tsitsipas. Il a gagné, donc c'est un mini flop, mais qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est laid. Patrick Gibson. Alors, je veux bien, il a sorti demi-nord. On était sur dur. Bon, ok. J'entends. Mais... le revers de Tsitsipas, la qualité de déplacement, même le QI tennis, c'est... Je sais pas comment est-ce qu'il va pouvoir revenir dans le top 20. Je sais même pas si c'est possible. J'espère que c'est le genre de victoire qui va lui faire prendre conscience de certaines choses, mais quand je vois le papa derrière et tout ça, là, je sens qu'il a gagné le match, c'était la folie. Alors d'un côté, oui, parce que tu fais que perdre, donc d'un côté tu te dis bon, ça fait quand même du bien de gagner un match, mais tu vas au tie-break du 3e sur terre battue contre Patrick Gibson.
Ça fait mal au cœur, les amis. Je vous jure que ça me fait mal au cœur. Mais je suis content qu'il ait gagné. Donc c'est un flop parce que je trouve que le contenu est pas beau. Mais c'est un top parce que il continue, quoi. Il continue et rien que pour ça, je me dis qu'il y a un nombre de mecs qui auraient déjà pété les plombs, quoi. Mais ça n'enlève pas ce que je disais hier, dans le sens où je pense qu'il a besoin d'une pause. Tsitsipas, je pense sincèrement qu'il a besoin d'une pause. Je pense qu'aujourd'hui, il ne peut plus... il peut plus continuer comme ça. Je veux dire, tu peux pas te satisfaire de gagner en 3-7 au tie-break du 3ème contre Gibson à Madrid, quoi. Je pense pas que ce soit... Ouais, je pense pas que ce soit une gloire, quoi. Enfin, je veux dire, pour un mec comme Tsitsipas, ça fait mal au cœur, quoi. Donc j'espère que bon, il va poursuivre sa route, mais bon, je sais même pas qui il affronte au second tour, faudrait que je regarde, mais c'est moche, quoi. C'est pas beau. Mais bon, je suis quand même content qu'il ait gagné. Bon, donc bon, voilà, c'est on va dire en demi-teinte. Bon, Sébastien Baez, je pense qu'il ne sait plus du tout jouer sur terre battue. Dès qu'on n'est plus en Amérique du Sud, je sais pas, il y a un blocage, je comprends pas ce mec. Je n'arrive pas à comprendre ce mec. Quand on est à Buenos Aires ou je sais pas trop où, bah ça joue à Rio, en fait ça joue Schwartzman Prime, pardon. Quand on est en Europe, c'est Karlovic. Non mais j'exagère, enfin je veux dire, s'il y a un moment, 2-7 contre Vilius Gobas. Alors, on l'avait vu l'année dernière, c'est un joueur intéressant, Gobas, beaucoup de volume en coup droit. Il sert plutôt bien, il a une intelligence de jeu qui est intéressante, c'est un bon joueur de terre battue, c'est sa surface préférée. Mais je sais pas, il n'y a plus rien chez Baez. Enfin, je pense qu'il ne faut plus rien espérer de ce joueur dans sa carrière. Il nous a montré à un moment donné qu'il avait été capable de faire des choses, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est... Soit il n'a pas le coffre, peut-être, c'est peut-être physique, je sais pas trop, mais je pense que Baez, ça va petit à petit un petit peu dégringoler. À mon avis, j'espère me tromper. Voilà, encore une fois. Donc voilà, après pas d'autres flops pour les premiers tours. Je réfléchis, mais non. Ouais, non, parce que j'ai pas tout écrit. Mais voilà de ce qui me vient en tête. Première partie, les amis, sur les tops et les flops. On va pouvoir passer au pronostic pour les matchs. J'ai mon ordi à côté de moi, donc on va pouvoir regarder les cotes. Il y a déjà des matchs qui sont en cours, de ce que je vois. Valentin Vachereau qui est en train de jouer. Il est au tie-break du premier set contre Emilio Nava. C'est serré à 5-5. Pareil pour Urkacz qui a perdu le premier set contre Musetti, 2 partout dans le deuxième. Fils contre Bouzet, je pense que Fils va poursuivre sa bonne aventure, à mon avis. J'en suis même certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ici. Excusez-moi, voilà. Ensuite, Grigsport, Zumur, 6-3, Grigsport, 3 partout dans le deuxième. Lajovic, Rinderknecht, je pense que Rinderknecht peut passer facilement même. Je pense que ses conditions de jeu pour lui sont optimales. Donc, puis Lajovic commence à se faire un petit peu de l'âge, hein, il est moins performant qu'avant, on le voit bien. Donc, je vois bien Rinder. Shelton Prismic, je pense que Shelton peut poursuivre sa lancée. Justement, encore favorisé par ses conditions de jeu. Je vois bien Benny y aller. Lehečka Tabilo, je pense que Lehečka, il est plus intéressant côté 1,66. Je pense qu'il est plus intéressant à suivre que Tabilo, qui va être un peu irrégulier. Je pense il y a un peu plus de, à mon avis, de qualité côté Lehečka, parce que c'est une surface, encore une fois, un peu plus rapide, donc c'est différent. Je pense que Tabilo va être gêné par la vitesse de balle de Lehečka. Donc je vois bien Lehečka, 1,66. Elmer Moller contre Gabriel Diallo. Ça, c'est un peu piège. 2,25 pour Moller, 1,64 pour Diallo. Franchement, personnellement, je partirais au moins sur le set de Diallo. Parce que Elmer Moller, c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il peut être vite pris de vitesse par Gabriel Diallo. Dans des conditions qui vont être préférentielles pour lui. Je verrais au moins le set de Gabriel Diallo. Fils Bousset, ça on l'a dit tout à l'heure, je pense que Fils. Rublev Kopriva, ça c'est un match piège par excellence. Parce que soit Rublev continue sa lancée et il aime Madrid et il va mettre 2-7 à Kopriva, soit
Kopriva commence à lui tenir tête parce que c'est un très bon joueur. Il a une technique un peu atypique ce mec, mais c'est un très bon joueur de terre battue. Soit il va être capable de le bouffer dans la tronche et Kopriva peut s'en sortir. Donc personnellement là-dessus, soit je ne toucherai pas, soit je mettrai le nombre de jeux, peut-être plus de 18,5 éventuellement. Et Cheverry Hoffner c'est pareil, j'irai sur le nombre de jeux parce que Hoffner je pense qu'il revient bien, c'est une surface rapide, Hoffner il sert bien, il est puissant. Cheverry il a beaucoup joué. Peut-être le nombre de jeux, éventuellement, ou le set d'Hoffner, peut-être. Tirante Paul, je pense que Paul peut l'emporter. Bon, Sinner Bonzi, il n'y a que le nombre de jeux, je ne sais même pas si c'est intéressant. Marach, Nori, dans des conditions comme ça, je pense que Marach peut être plus fort. Mais il faut que dans sa tronche, Marach, il s'en sorte. Jodar, Dominor, ça c'est vraiment beau. Ça c'est vraiment beau et personnellement j'irai sur le set de Jodar, hein. Un 96 Raphaël Jodar. Moi j'irai, hein. J'irai sur Jodar. Fonseca Silic. Je vois Fonseca tous les jours. Voilà, ça c'est pour les matchs du jour. Et on va faire aussi les pronos pour demain. Comme ça on les a à l'avance. Bublik Tsitsipas. 1,62 pour Bublik, 2,25 pour Tsitsipas. Personnellement, je vois bien Bublik passer. Je pense qu'il va l'atomiser sur son revers, il va le coincer. En plus, sur surface rapide, je pense que Bublik va l'emporter. Gaubas contre Aliassim. Si Félix est concentré, pour moi, c'est 2-7-0 Félix. Ça n'a tellement rien à voir avec la terre battue classique. Plus, ça n'a rien à voir avec Baez. Donc, je pense que ce sera 2-0 Félix. Mais au moins à 25 Félix. Humbert Atman, duel de gaucher. Sur terre battue. Alors là, je vais sur le nombre de jeux. Je pense que de toute façon les effets entre le gaucher les uns les autres vont s'annuler. L'effet du gaucher s'annule. Moi j'irai sur le nombre de jeux. Personnellement, j'irai sur le nombre de jeux. Le plus bas possible, hein, peut-être 18,5 s'il existe, sinon 19,5, mais l'un comme l'autre peut gagner. Peut-être léger avantage peut-être à Atman, qui est peut-être plus un joueur de terre que Humbert, mais je sais pas. Navone Zverev, je sais pas dans quelle disposition est Zverev. Est-ce que Zverev va être 3 mètres derrière sa ligne? Mais même en faisant ça, je vois pas comment il peut perdre contre Navone. Et Navone, c'est un bon joueur. Hein. Il a bien joué contre Borges hier. Hein. Mais bon, après, Borges aussi a fait des cadeaux. Non, Zverev, à 22. Mounard Rude. Alors, contrairement à ce que disent certains dans Sans Filet, je salue d'ailleurs, qui est une très belle émission, on fera peut-être un peu de react sur Sans Filet. Parce qu'ils ont des arguments très intéressants. J'aime beaucoup le côté débat de cette émission. Et ça me ferait plaisir de faire de la vidéo réaction à ce qu'ils disent, parce que c'est des connaisseurs. Hein. Que ce soit Benoît Mélin, que ce soit SV, que ce soit Fred Verdier ou La Piche, tout ça, c'est des connaisseurs du tennis. Et donc c'est bien, peut-être je ferai des vidéos réaction sur parfois certaines émissions. Mais contrairement à ce qu'il a pu être dit, je crois, peut-être par SV, service volé, j'ai pas été du tout rassuré par Casper Ruud. Pas du tout. Sur ce qu'il a produit à Monte Carlo. Donc contre Mounard, peut-être le 7 de Ruud. Hein. Peut-être que la cote elle doit être à 1,12 parce qu'il est déjà à 1,41 là sur. Peut-être que le 7 de Ruud. Hein. Parce que Mounard, je l'ai trouvé vraiment pas mal hier. Hein. Et Ruud, il n'a pas de certitude. Hein. Je trouve qu'il est fébrile. Hein. Peut-être le 7 de Ruud. Ou sinon, j'y toucherai pas. Franchement, je m'aventurerai pas. Cerundolo Hanfmann. Francisco Cerundolo, je pense qu'il a la tronche à l'envers. Donc, je mettrai le 7 d'Hanfmann. Qui a 3,45 pour la victoire d'Hanfmann. Mais je mettrai au moins le 7. Après, on a Lerner Tien contre Adolfo Daniel Valero, le sortant
de Dimitrov. Je ne touche pas à ce truc-là. Alors là, je ne touche pas à ça. Je sais pas du tout. Je mettrais peut-être le 7 de Valero. Mais franchement, sans aucune certitude. Moutet Mérida. Je pense que Moutet est plus fort quand même. Même si c'est une surface un peu différente. Je pense que Moutet peut passer. Et je pense que maintenant il sait maîtriser ce genre de joueur. Alors que eux ne savent pas le maîtriser. Je pense que Moutet va passer. 1,49. Martin Dam contre Jakub Mensik. Alors là, j'en ai aucune idée. Le nombre de jeux ou le tie-break, éventuellement. Le nombre de jeux ou le tie-break, à voir. Peut-être plus le nombre de jeux. Parce que Jakub Mensik en retour, c'est encore extrêmement friable. Hein. Personnellement, j'irais sur le nombre de jeux plus safe. Avec un combiné de tout ça, ça peut être intéressant. Medvedev, Marozsan. Est-ce que Medvedev va refaire quelque chose de correct? Excusez-moi les amis, ça a coupé. Est-ce que Medvedev va nous refaire quelque chose de correct? Je sais pas, contre Marozsan, c'est un match piège. Personnellement, j'irais sur le 7 de Marozsan. Je pense que ça peut être intéressant. Le 7 de Marozsan. Marozsan qui est à 2,50. Fokina, Carreño Busta. Ça, c'est un match piège par excellence. Je pense quand même que Fokina est plus fort physiquement et je pense qu'il va réussir à le tenir. 1,52 Fokina. Koboli, Hugo Carabelli. Flavio Koboli, je pense. Contre Carabelli, je mettrais Koboli. Nakashima Blocks, je pense que Blocks est plus fort sur terre battue. 1,76, c'est une super cote. Kachanov contre Adam Walton. D'ailleurs, Walton qui a sorti l'Andalous en 2-7, c'est une catastrophe. L'Andalous, ce serait bien qu'il se mette à jouer quand même avec les espoirs qu'on avait mis sur lui. Mais non, Kachanov 1,21. Là-dessus, je vois pas trop de soucis. Darderi, Juan Manuel Cerundolo. Si Darderi est concentré, c'est 2-7-0 Darderi. Mais comme j'en sais rien, peut-être que je mettrai le nombre de jeux. Sur une surface plus rapide. Après, Darderi, c'est joué sur dur, donc j'irai quand même sur Darderi. Bon, pas tranquille. Et Kier contre Shapovalov, je ne touche pas à ce truc-là, parce que avec Shapovalov, on n'en sait rien. Surface plutôt rapide, je ne toucherai pas à ce truc-là. Ni même le nombre de jeux. Ça peut être un truc où Shapovalov peut prendre 2 et 3, ou mettre 2 et 3. Donc je ne toucherai pas à ça. Donc voilà les amis, pour les pronos, pour aujourd'hui et demain. On revient du coup dans 2 jours pour faire le débrief des deuxièmes tours. Et puis peut-être simplement demain une vidéo prono. On fera que les pronostics peut-être demain. On verra peut-être qu'on se fera une vidéo sur les pronostics pour le début des deuxièmes tours. Et voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très belle journée de visionnage sur l'ATP de Madrid. Et on se dit à très vite les amis. Ciao!